Étienne. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir chez toi, dans ton bureau. Oui. Si je t'ai invité, c'est pour parler de ce monde en feu depuis longtemps, mais on a l'impression qu'en ce moment, l'histoire est en train de s'accélérer, notamment sur le continent européen. L'histoire ne cesse de s'accélérer, mon cher ami. Exactement, l'histoire ne cesse de s'accélérer. Très belle Son accélération s'accélère. Tu avais écrit, c'était dans Mediapart, il y a quelques années maintenant, ou mois, tu avais écrit que le pacifisme sur la question ukrainienne, et du coup plus largement, tu réfléchissais à ces questions, à ces dynamiques qui étaient à l'œuvre, notamment sur le continent européen. Tu avais dit le pacifisme n'est pas une option. Est-ce que aujourd'hui, plusieurs mois après cette déclaration, tu te dis que décidément, tu avais bien raison à l'époque de penser cela? Écoute, je ne sais pas si j'avais bien raison, hein, bon, mais je n'ai pas changé d'avis. Mais ceci étant dit, on n'est plus dans la même situation qu'en février 2022. Bon, alors je veux pas embêter les auditeurs, mais enfin je vais quand même te remercier parce que bon, et puis dire un mot, si tu veux, de l'esprit dans lequel j'aborde la conversation. Il m'arrive, comme ça a été le cas ce jour-là, de proférer des affirmations un peu tranchantes, bon, parce qu'il faut bien prendre parti. Bon, en l'occurrence, ce qui s'était passé, c'est que un journaliste de Mediapart avec qui j'ai de très bonnes relations, Mathieu Dejean, m'a téléphoné quelques jours à peine, ou même au lendemain de l'invasion russe d'Ukraine. Faut que je fasse attention au lapsus, hein, je m'apprêtais à dire l'invasion d'Afghanistan, mais non, l'invasion de l'Ukraine, bon. Et il m'a dit, est-ce que je peux vous interviewer? Est-ce que vous souhaiteriez dire ou essayer de dire quelque chose? Bon. Et j'étais dans exactement le même état d'esprit qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne me considère à aucun degré comme un expert de ces questions, mais d'un autre côté, je pense que ces questions sont des questions qui interpellent tous les citoyens français, et d'ailleurs, moi je dirais plus généralement les citoyens européens, parce que c'est dans cette perspective que je me situe, et donc d'une certaine façon, on ne peut pas se dérober, quoi. Bon. Et puis d'autre part, si tant est qu'il y ait un rôle, ou qu'il y ait encore un rôle aujourd'hui pour ce qu'on appelle en anglais les public intellectuals, soit les intellectuels qui interviennent, disons, sur la chose publique ou sur les questions d'intérêt général, il est bien évident que je me prends ni pour Sartre ni pour Foucault, mais il faut bien payer un petit peu de sa personne, et le rôle qu'on peut avoir, peut-être, c'est un rôle d'intermédiaire, ou c'est celui qui consiste à y faire circuler des questions. Bon, c'est bon. Alors, c'est trop long, mais excuse-moi. Bon. Donc, c'est le prof de philo, ça. Bon. Donc, si tu veux, bon, alors donc Mathieu vient ici, il était dans le même fauteuil que toi, ou à peu de choses près, sauf qu'il n'enregistrait pas en vidéo. Bon, et puis j'essaye de dire ce que je pense, et lui, il a extrait cette phrase-là, hein, parce qu'il a pensé que c'était celle qui comptait, ou qui ferait polémique, le cas échéant, tu comprends? Bon, et il l'a mise en exergue, donc je l'ai bel et bien prononcé. Mon intention n'était pas de proclamer urbi et torbi, le pacifisme n'est pas une option, mais de fait, c'est ce que j'ai fait. Bon, et rétrospectivement, je pense que je suis toujours du même avis pour deux raisons qui sont complémentaires l'une de l'autre. Bon, premièrement, et je le redis aujourd'hui, il me semble que les antécédents de la guerre qui se déroule en Ukraine, c'est une question longue, compliquée, sur laquelle il faut revenir. Hein. Il ne s'agit pas c'est bon. Mais le fait que il existe un peuple ukrainien, une nation ukrainienne, dans des frontières internationales reconnues, etc., bon, qui fait l'objet d'une agression, hein, extrêmement violente, hein, bon, pas seulement sur le plan du droit, mais sur le plan des méthodes, hein, bon. Les enlèvements d'enfants, les massacres, etc. Bon, tu me diras, c'est la guerre. C'est la guerre menée quand même d'une certaine façon, avec une certaine idéologie. Bon. Et derrière tout ça, il y a naturellement la fameuse idée sur laquelle on reviendra
peut-être, c'est pas inintéressant, répété à plus soif par le pouvoir russe, donc Poutine, ses idéologues, etc., suivant lequel, en fait, l'Ukraine ne devrait pas exister. Ne devrait pas exister, sauf comme une partie de l'Empire russe, quelque chose du monde russe, c'est l'expression officielle. Bon, donc tout ça est une situation dénuée d'ambiguïté. Et alors souvent on nous dit c'est l'Europe qui est attaquée. Bon, on reviendra sur cette question, mais à mes yeux le point de départ, le point fondamental, c'est pas qu'il faut défendre les Ukrainiens parce que les Ukrainiens sont des Européens. D'ailleurs on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Les Russes aussi sont des Européens d'une certaine façon. Enfin ça pose beaucoup de problèmes historiques. Bon, mais on va pas parler de ça principalement. Mais entre-temps il y a une autre situation tout aussi dramatique, encore plus à certains égards. Enfin bon, il ne s'agit pas de peser le plus et le moins qui nous a explosé à la figure. C'est la situation des Palestiniens de Gaza et plus généralement la guerre entre Israël et la Palestine. Bon, et les raisons pour lesquelles il faut se mobiliser, et malheureusement on est terriblement impuissant, mais et en partie contre les mêmes adversaires d'ailleurs aujourd'hui, bon, pour défendre les Palestiniens, sont tout aussi fortes que les raisons que nous avons de défendre les Ukrainiens. C'est une question de droit, de principe, et c'est un peuple, c'est des êtres humains menacés d'asservissement et à certains égards d'anéantissement, en tout cas en tant que peuple. Donc à mes yeux, il y a là, si tu veux, quelque chose d'inconditionnel. Bon, alors ensuite, comme toutes les fois qu'on prononce ce grand mot, arrive la question de savoir de quoi on est capable, quels sont les moyens qu'on a. Attends, mais j'ajouterais juste, si tu permets, je sais que je parle toujours trop, mais très vite, la deuxième raison que j'ai de maintenir cette... alors, parce que j'y tiens, parce que quand même, là, je vais pas me donner le mauvais goût de dire l'évolution des choses me donne raison, etc. Mais à l'époque, si tu veux, dans une partie de la gauche, à laquelle je me rattache, évidemment, tout le monde le sait, française, internationale, mondiale, etc. L'idéologie qu'on appelle campiste, qu'on a appelée campiste, était toujours extrêmement puissante et elle l'est encore aujourd'hui. Bon. Et cette idéologie, comme tu le sais, consiste essentiellement à expliquer que depuis toujours, il y a un adversaire principal, c'est l'impérialisme américain, et suivant le principe stratégique ou soi-disant stratégique que les ennemis de nos ennemis sont nos amis, ça voulait dire que, et ça venait de gauche et pas seulement de droite, que on pouvait comprendre Poutine, qu'il se défendait d'une certaine façon contre l'Empire, bon, et que par voie de conséquence, les Ukrainiens font chier, parce que, bon, et moi j'ai un réflexe viscéral que je considère aussi comme une forme d'internationalisme, de refus, de rejet de ce type de raisonnement. Et je l'ai beaucoup entendu, naturellement. Et bon, et y compris sous des formes mitigées, et je reconnais que là, il y a un problème, parce que quand tu dis le pacifisme n'est pas une option, dans mon esprit, ça voulait dire dans la circonstance présente. Ce qu'il faut demander, c'est pas la paix qui ne pourrait se faire que au bénéfice de l'envahisseur. C'est la résistance ou la défense, etc. Mais naturellement, il y a une grande tradition dans laquelle je compte beaucoup d'amis et que j'estime et que je prends très au sérieux, pacifiste, non campiste, oui, évidemment. Donc tout ça, ça fait partie des problèmes. Bon, ceci étant dit, la situation aujourd'hui, et on va y venir, j'en suis sûr maintenant, il a pu sembler pendant ces 3 ans que les Ukrainiens amélioraient leur situation. Et comme vient de le dire avec brutalité, mais aussi sous le sceau de l'évidence, d'une certaine façon, le président Trump à la figure de Zelensky à la Maison-Blanche, vous n'avez plus les cartes en main, ou en tout cas vous n'en avez plus beaucoup. Bon, donc les Ukrainiens sont dans une situation très très difficile, et donc ça ne va pas de soi ça va pas de soi, effectivement, aujourd'hui, de lâcher les Ukrainiens. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, la position campiste que tu dénonçais en février 2022, aujourd'hui, elle a quand même un peu évolué. Aujourd'hui, j'ai écouté les débats à l'Assemblée nationale et
tout l'échiquier politique, de la gauche à l'extrême droite, comprise, à dénoncer, à parler de la Russie comme étant l'agresseur. Alors après, il y a des... Je les mets pas sur le même plan. Hein. Je suis pas... Non, mais non seulement du point de vue moral et politique, mais je suis même pas sûr que leur discours... Enfin, j'ai pas écouté les débats de l'Assemblée nationale, mais je suis pas sûr que ce soit exactement le même discours. C'est-à-dire que je vais faire un certain crédit, si les auditeurs veulent bien, ou on en discutera si tu veux, je vais faire un certain crédit à cette partie de la gauche ou de l'extrême gauche qui louchait vers le campisme, hein, autrement dit la France insoumise et dans une certaine mesure le Parti communiste, hein, bon, ils peuvent pas avoir de complaisance pour Poutine en ce moment. Bon, je dirais pas du tout la même chose en ce qui concerne le Front National, enfin le Rassemblement National que j'appelle toujours Front National, vu que c'est juste un petit masque. La situation n'est pas du tout la même de ce côté-là. Pour dire les choses très très vite, parce qu'il y a de très fortes affinités idéologiques et avec Poutine et avec Trump, parce qu'ils sont peut-être toujours soutenus financièrement et politiquement par Poutine. C'est un aspect très important de la situation dont il faut reparler, parce que quand on parlera de l'Europe, et puis que d'autre part, l'idéologie et le type de pouvoir politique que met en place en ce moment Trump aux États-Unis correspond dans une très large mesure à leur propre conception. Donc de ce côté-là, je pense qu'il faut prendre avec des pincettes. Ils peuvent difficilement faire autrement dans la conjoncture immédiate. Exactement, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a des dynamiques en fait qui sont parfois supérieures aux identités politiques des partis, qui font que, au bout d'un moment, y compris le Rassemblement national est obligé de placer, de dire de la Russie qu'elle est un agresseur. Il y a aussi des questions d'opinion publique. Et d'opinion publique, bien évidemment. Il y a aussi des questions. Par ça. Moi, je suis pas sondeur. Enfin, je sais pas ce que disent les sondages ces jours-ci. J'en sais rien. Je peux me tromper. On se trompe souvent. Bon, je veux pas non plus me raconter trop d'histoires. Mais je ne pense pas que l'alliance Poutine-Trump bénéficie d'une grande popularité dans la majorité de la population française aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as mentionné les parties prenantes en fait à ce conflit. Il y a bien évidemment le peuple ukrainien et la nation ukrainienne dont tu as parlé. Il y a l'Empire russe. Ou la Fédération de Russie qui mais on va en parler, l'Empire russe. Et l'Empire américain. C'est comme ça aussi, à mon sens, que veut en parler, que se pense Donald Trump. Comment est-ce que tu conçois le choc de ces empires? Est-ce que d'abord tu le conçois comme un choc et tu te dis, bon bah voilà, il y a deux empires qui s'entrechoquent, leur terrain de jeu aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Alors je vais te dire l'idée qui me trotte dans la tête depuis quelques jours et tu sais, moi j'ai 80 ans passés, etc. Je fais pas de politique, j'ai été adhérent d'organisations, mais je m'intéresse à la politique et depuis que j'avais 20 ans et même moins, c'était la guerre d'Algérie et tout ça. Bon, je te dis pas que je me suis toujours trompé, mais je me suis quand même trompé très souvent. Peut-être pas dans mes choix ou dans mes engagements, mais en tout cas dans mes diagnostics de la situation. Donc ce que je vais dire maintenant, je le dis avec le sentiment très aigu de la fragilité de la chose. Hein, bon. Donc on y revient, on développera peut-être un petit peu, mais depuis quelques jours, j'ai deux idées qui me trottent dans la tête. Bon. Dans quel ordre? Bon, peu importe. Bon. Premièrement, ce qui est en train de se passer, disons le revirement, le renversement d'alliance du nouveau président de l'administration américaine, hein, n'est ni quelque chose d'aberrant, d'illogique de leur point de vue, ni quelque chose de totalement surprenant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des contradictions, il faut qu'on en parle, évidemment, il y en a sûrement des contradictions d'intérêts, d'objectifs. Bon, mais Trump n'est pas un fou,
Hein, c'est pas et c'est pas un aventurier politique qui, bénéficiant d'une popularité qu'il a construite, enfin bon, de soutien, etc., se serait imposé aux États-Unis d'une façon arbitraire, accidentelle, et produirait en quelque sorte un renversement de la position des États-Unis. J'ai toujours pensé depuis le début que les Ukrainiens, et je l'ai dit, etc., les Ukrainiens n'avaient pas d'autre choix, ils n'ont peut-être toujours pas d'autre choix que de s'appuyer sur les États-Unis, l'OTAN, l'Empire occidental. Pour une bonne raison, c'est que quand tu as affaire à un empire et que tu ne peux pas l'affronter tout seul, par les moyens de la guérilla ou d'autres qui ne sont pas à l'ordre du jour, tu es bien obligé de chercher des appuis, et ces appuis, tu les trouves tout naturellement dans le camp d'en face. Mais ce camp d'en face, c'est-à-dire en l'occurrence les États-Unis et l'OTAN, enfin, on reviendra, n'a jamais, à mon avis, soutenu la cause ukrainienne pour des raisons qui relèvent de l'idéalisme, de l'idéal démocratique et des grands principes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des dirigeants américains qui croient au principe du droit international, c'est compliqué. Mais le fait massif, c'est que les États-Unis, le plus puissant jusqu'à ce jour encore peut-être des empires ou des impérialismes existants dans le monde, en recul sur beaucoup de points à cause de la Chine, on en parlera peut-être, poursuit ses propres intérêts. Et il a poursuivi ses propres intérêts, y compris en venant au secours des Ukrainiens. Ce qui, on peut même être tenté de le dire, je sais bien que c'est un peu le langage de la propagande russe, etc., mais consistait aussi à se servir des Ukrainiens, c'est-à-dire à se servir du sacrifice des Ukrainiens, de leur courage, de leur capacité de résistance, de leur mort au combat, etc., pour tenir en échec l'adversaire. Mais le jour où l'Empire américain, appelons-le comme ça, on reviendra dessus, réoriente sa politique mondiale pour toutes sortes de raisons, et d'abord parce que le rapport des forces a changé, et puis parce que la stratégie n'a pas produit les résultats qu'ils attendaient. Il ne faut pas s'étonner, si tu veux, que, je suis intentionnellement brutal, mais que les Ukrainiens qui considéraient comme un pion dans leur jeu soient sacrifiés à un nouvel objectif. Alors, ce qui m'amène au deuxième point, le nouvel objectif, c'est quoi? Le nouvel objectif, j'ai envie de dire, c'est un nouveau Yalta avec les Russes, si tu veux. Et je tiens d'autant plus à cette comparaison que, alors évidemment, l'accord de Yalta au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas du tout dans les mêmes circonstances qu'aujourd'hui, mais c'était quand même un partage de zones d'influence. Et on sait quelles conséquences ça a eu. Par exemple, si tu parles à des Grecs, même 3 générations après, ils se souviennent du fait qu'ils étaient du mauvais côté de la ligne de partage du monde, et qu'en conséquence, les Anglais et les Américains, c'était surtout les Anglais, mais les Anglais et les Américains les ont complètement sacrifiés. Non, excuse-moi, c'est l'inverse. Quel lapsus horrible. Les communistes grecs qui croyaient pouvoir faire de la Grèce une démocratie socialiste ont été complètement sacrifiés par Staline parce qu'ils étaient du mauvais côté. Alors aujourd'hui, les Ukrainiens sont sacrifiés par les Américains. Et je redoute, on va sûrement en parler, il faut se demander ce qu'on peut faire devant ça, parce que c'est un bouleversement du rapport des forces d'une brutalité inouïe. J'ai encore reçu, on le lit dans les journaux, mais j'ai reçu ce matin un mail d'un jeune
collègue et ami ukrainien qui m'écrit de Kharkiv. Bon, il me dit, la dernière fois qu'il m'a écrit, il me disait une bombe russe est tombée dans le jardin, heureusement ma grand-mère en a réchappé. Bon, et là il me dit, la situation est tragique, parce qu'ils sont sur la ligne de front quasiment à Kharkiv. Bon, donc ils craignent le pire. Hein. C'est pas toujours sûr, mais ils craignent le pire. Bon, alors ça pose la question de savoir évidemment quels sont les termes du deal en question. Bon, alors il y a en gestation. Mais si rien ne se met en travers, et l'Europe peut et sans doute doit essayer de faire quelque chose pour se mettre en travers, hein, nous sommes d'accord, bon, le deal ira à son terme. Hein, et aller à son terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part des partages coloniaux, au fond, de ressources, en Ukraine en particulier. Et de territoires. Et de territoires. Et de territoires. Bon, alors là, encore, il faut, je le dis avec le sentiment très vif d'essayer de deviner. Bon, y a tout un discours qui me satisfait, enfin dont je me méfie, qui est tenu en ce moment par une partie des élites européennes, dirigeantes, et surtout par des porte-paroles, ce que je comprends très bien des pays de l'Est européen, les pays baltes, les Polonais, etc., qui est, si vous ne résistez pas à l'avancée des Russes, ils boufferont toute l'Europe. Leur objectif final, c'est un empire sans limite, leur objectif final, c'est etc. Bon. On avait dit... Et ils invoquent le précédent de Hitler, etc. Bon, c'est vrai que Hitler n'avait pas de limite à son projet d'expansion, il voulait conquérir toute l'Europe, et même au-delà. Hein, bon. Je ne fais aucune confiance à Poutine, et il y a des dimensions fascistes et impérialistes évidentes dans son idéologie. Je ne crois pas que son objectif soit celui-là. Je pense que son objectif est de reconstituer l'Empire russe au sens historique du terme. Alors évidemment, ça pose... Et ces idéologues l'ont dit, ils l'ont écrit en toutes lettres. Bon. L'Empire russe qui a été continué par l'URSS à travers un certain nombre de vicissitudes. C'est pourquoi les gens des pays baltes ou de Moldavie peuvent en effet se faire du souci, parce que l'objectif historique, le grand objectif historique de l'Empire russe, Pierre le Grand et ses successeurs, et Catherine, jusqu'à Vienne, hein. C'était l'accès aux deux mers. Voilà. C'était la Baltique en haut et la mer Noire en bas. Hein, donc ils veulent Riga, etc. Et ils veulent Odessa, qui, soit dit au passage d'ailleurs, est une ville totalement russe et accessoirement juive. Bon, accessoirement, pas accessoirement. Bon, mais donc ils veulent tout ça. Et d'autre part, ils pensent, il faut les prendre au mot, c'est ce qu'ont développé leurs idéologues, Douguine et tous les autres, bon, les idéologues du monde russe, hein, ils pensent que les Ukrainiens ça n'existe pas, que c'est des Russes, hein, bon, ils se servent de la russophonie, enfin toutes sortes de choses, etc. Bon, je crois pas, je ne fais pas de confiance, hein, je crois pas que leur objectif soit de conquérir la Pologne, et encore moins l'Allemagne, etc., etc. Bon. Donc ils veulent en effet avancer jusqu'à un certain point territorialement. Et c'est déjà trop du point de vue, bien sûr, aussi bien du droit que des aspirations des peuples en question, ce qui pose la question de savoir quels sont les moyens dont nous disposons pour les défendre. Alors, justement, tu dis « nous ». Tout à l'heure, tu as utilisé ce concept fort intéressant et historiquement construit depuis assez longtemps, l'Europe. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, nous? En fait, qui tu entends quand tu dis il faut que nous puissions participer, l'Europe puisse participer? Est-ce que tu parles de l'Union européenne? On sait, avec toutes ces dynamiques centrifuges, enfin centripètes, pardon, plutôt. Voilà, c'est quoi l'Europe, en fait, Étienne? C'est tellement de choses à la fois, et tellement contradictoires entre elles. Bon, alors évidemment, il y a une... Nous ne sommes pas un empire. Contrairement à la Russie. Alors ça, c'est un point... bon,
c'est un point très intéressant. Bon. D'abord, il y a un certain nombre de voix, pas du tout voix VOX, hein, bon, pas du tout ni négligeables ni méprisables, bien au contraire, d'intellectuels, d'historiens, de politologues qui ont consacré d'une certaine façon leur vie à réfléchir à la construction européenne et qui sont en train de remettre cette question sur le tapis. Bon. Un des textes les plus intéressants que j'ai lu de ce point de vue, ça remonte déjà à quelques mois, je crois que c'était paru dans le Grand Continent, bon, peu importe, bon, c'est pas de la pub, est celui d'un historien et politologue anglais, c'est très intéressant, anglais mais très européen, et très europhile, qui s'appelle Timothy Garton Ash et qui a écrit un grand article pour expliquer qu'il fallait que évidemment l'Europe ne serait jamais un empire, qu'elle ne pouvait pas être un empire du point de vue de son organisation intérieure, on va y venir, hein, bon. Mais qu'il fallait qu'elle acquiert une dimension impériale, hein, ou il a peut-être dit quasi-impériale ou quelque chose de ce genre. Autrement dit, nous sommes entourés d'empires, et si nous-mêmes nous ne nous comportons pas d'une certaine façon comme un empire, on sera bouffé par les autres. Bon. Bah super. Alors, super horizon. Super horizon. Bon. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette perspective. Bon. Mais je reconnais que les termes, bon, si on parle de l'Union européenne, c'est d'elle qu'il s'agit d'abord dans toute cette affaire. C'est une entité pseudo-fédérale, j'ai employé l'expression quelque part dans des écrits divers, bon, qui donc a une dimension étatique, bon. Et la question qui se pose inévitablement dans la conjoncture mondiale où on est aujourd'hui est de savoir s'il existe une défense européenne, comment elle est conçue, si elle est commune, etc., etc. Bon, donc moi je dirais pas que c'est une dimension impériale, mais je reconnais qu'il y a un problème de concept. Hein, et de mise en œuvre oui, de la défense commune des États européens contre tout adversaire possible. Hein, contre tout adversaire possible. Bon. Alors, d'autre part, passons pas des heures là-dessus, mais puisqu'on est au mot, bon. Moi, contre toute évidence, contre toute apparence, contre le courant, etc., je suis un vieux fédéraliste européen. Hein, bon. Mais je reconnais que la fédération européenne est très très mal en point, parce que c'est une idée qui a été lancée de plus... Bon, au fond, il y a une conception libérale du fédéralisme européen, et puis il y avait une conception à laquelle je suis très attaché, qui est une conception, je dirais pas, enfin socialiste, si, quoi, bon, dont les pères fondateurs, c'est un peu oublié aujourd'hui, étaient ces grands résistants italiens, dont certains sont devenus ensuite des dirigeants européens, Altiero Spinelli et d'autres, qui avaient rédigé pendant la guerre en 1941 ou l'année d'après le manifeste de Ventotene, qui était un manifeste du fédéralisme européen. Bon, alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, il existait un projet de construction de l'Europe qui était l'Europe nazie, qui était l'Europe... bon. Donc c'était un projet antifasciste de fédéralisme européen. Et ce fédéralisme avait une dimension sociale à laquelle on pourrait retourner, mais qui était tout à fait congénitale. C'est-à-dire que l'idée était bien, je ne dis pas qu'ensuite ils l'ont défendue, ils ont pu la défendre vraiment, mais l'idée était bien que, faute d'un contenu social, hein, bon, d'une sorte d'état social à l'échelle de l'Europe, et c'est à cette époque-là que ça s'est mis en place tout de suite après la guerre dans les différents pays européens, l'idée même de fédération européenne ne tiendrait pas, elle s'effondrerait sur elle-même. Bon, alors, il faut reconnaître, il faut savoir reconnaître que l'histoire n'a pas, je dis pas qu'elle a infirmé ce projet, mais elle ne l'a pas renforcé, hein, elle ne l'a pas renforcé. Bon, à mes yeux, j'anticipe un peu, mais au fond, pourquoi pas le dire maintenant? Il y a deux mots. Je laisserai de côté la communauté européenne de défense, mais il y a deux questions cruciales. Bon, Jacques Delors a fait l'euro, avec d'autres, hein, évidemment, pour des raisons
cohérence et de puissance, on pourrait dire, économique de l'Europe, en face, y compris des États-Unis, bon, qui ont pris la chose d'ailleurs à certains égards comme un défi, ou comme, en tout cas, bon. Mais il y avait devant lui un choix, une bifurcation, dont je sais que je vais très très vite, mais c'était ou bien associé à un projet non seulement de mondialisation, mais d'inscription du projet européen dans le néolibéralisme qui commençait à devenir dominant, hein, dans le reste du monde. Bon. Ou bien, au contraire, adossé à un projet d'extension et de renforcement des droits sociaux en Europe. Bon. Est-ce que c'était le rapport des forces ou est-ce que c'était sa propre conviction, j'allais dire sa propre faiblesse politique, mais le fait est qu'il a sacrifié l'Europe sociale à l'Europe monétaire, bon, et l'Europe a commencé à fonctionner comme un instrument non pas de renforcement, d'extension, d'élargissement des protections sociales et à l'échelle du continent, mais au contraire de démantèlement progressif dans chaque pays. Bon, alors évidemment, chacun a son histoire, ça résiste, il y a des grèves de masse en France pour essayer d'empêcher le démantèlement du système des retraites. C'est peut-être un peu trop facile de dire, comme on l'a dit aussi bien d'ailleurs à l'extrême gauche et à l'extrême droite, que c'est de Bruxelles que partent les instructions de démantèlement mais il y a quand même en tout cas Bruxelles ne fait rien contre, hein, et bon, donc ça c'est le premier moment dans lequel, si tu veux, le fédéralisme européen a trouvé devant lui un obstacle qui est apparu insurmontable, et les conséquences politiques et morales sont gigantesques. Faut pas s'étonner que les classes moyennes, les salariés, encore pas trop précarisés, et d'autres couches sociales dans notre pays et dans d'autres pays européens, voient dans l'Europe l'instrument de leur précarisation et de leur dégénérescence. Hein. Bon. Alors si maintenant, parce qu'il faudrait une défense européenne contre des adversaires à déterminer, en particulier la Russie, dont il faut discuter évidemment du genre de danger qu'elle représente, bon, on nous embarque dans la construction d'une armée européenne, hein, et plus généralement dans une militarisation du fonctionnement de nos sociétés et de nos États, chapeautés par une sorte d'état-major, enfin je simplifie peut-être un peu, mais bon, dans lequel il y aura naturellement des rivalités. Je ne pense pas que ça se fera tout seul, hein. Les Allemands, les Français, les Anglais réintégrés ne vont pas s'entendre comme par enchantement. Bon. Et tu rajoutes les Italiens et les Hongrois. Sans parler, oui. Mais il y a quelque chose qui pèse très lourd là-dedans, c'est l'industrie des armements, qui voit dans cette affaire une occasion mirobolante de se remonter. Donc, notamment l'industrie américaine, si je puis me permettre. Oui, mais... on est très dépendant de l'industrie d'armement américaine. C'est vrai, mais j'ai entendu aujourd'hui à midi, je ne sais plus qui c'est, le constructeur des Rafales, là, c'est Dassault. C'est Dassault, bon, je ne sais plus qui est le PDG actuel, mais peu importe, expliquer que c'était tout d'un coup une perspective extraordinaire de développement. Bon. Donc il y a un complexe militaro-industriel qui est en train de renaître en Europe, et ça va pas se faire au profit de l'immense majorité des citoyens européens. On nous l'annonce déjà, ça veut dire des sacrifices sur toutes sortes de politiques sociales et de droits, etc. Donc ne nous attendons pas à ce que l'idée de fédération européenne regagne de la popularité, si tu veux, ou de la force parmi les citoyens européens, sous prétexte qu'il faudrait se défendre tous ensemble. Ça va être plus compliqué que ça, plus contradictoire que ça, et même beaucoup plus négatif que ça. Alors naturellement, je sais que tu vas me demander, alors qu'est-ce que tu proposes, etc. Mais non, mais justement, non, moi j'allais mettre ça en parallèle avec la phrase que j'ai citée de toi en incipit, le pacifisme n'est pas une option. Donc on imagine que ça veut dire qu'il
il faut remilitariser. Tu vois, il faut se reconstruire une armée. Et donc, une armée, et le cadre européen, puisque tu es un fédéraliste, malgré tout, n'est pas si inintéressant que ça. Pour autant, quand on voit deux choses, déjà qu'il y a des pays qui sont proto-fascistes ou carrément fascistes, y compris à l'intérieur de l'Union européenne. Et à cela, j'ajoute la puissance de l'extrême droite dans, pour le coup, tous les pays européens. Moi, je me dis que leur donner la possibilité à ces gens-là d'avoir une armée... Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. C'est pour ça que je suis embêté. C'est parce que je suis d'accord avec toi. Bon. Mais le petit créneau que je vois, en tout cas pour la discussion, j'allais dire civique, enfin je veux dire à l'échelle de la France et d'autres pays, on reparlera des autres tout de suite après, c'est simplement de dire qu'il n'y a pas une seule formule d'organisation de la défense européenne. Il y a bon. Alors évidemment, les Français, depuis le général de Gaulle, sont imbus de l'idée que, comme ils sont détenteurs de l'arme atomique, ils ont un instrument de dissuasion que personne d'autre n'a, et ce qui leur donne un rôle dirigeant, etc. Bon, Macron est en train de manœuvrer, pas pour mettre la force de dissuasion française au service des autres Européens, mais pour regagner en Europe l'espèce de leadership dont il croit pouvoir bénéficier en donnant comme argument, c'est nous et les Anglais, bon, c'était pas d'ailleurs négligeable, nous avons les moyens de constituer le fer de lance, etc. Mais tout ça n'explique pas de quelle façon doit être conçue une éventuelle armée européenne. Bon. Et moi, je suis jaurétien de ce point de vue. C'est-à-dire que je pense que ce qu'il nous faut, c'est une armée défensive à l'échelle de l'Europe. Alors naturellement, tu vas me dire une armée défensive, si... l'Ukraine est attaquée, est-ce qu'on y va ? Parce que c'est en dehors du territoire de l'Union européenne. Écoute, on va voir. Oui, j'entends. La la Palestine. Non mais. Oui, j'entends bien. On défend J'entends bien. Ce qui se passe oui, mais ce que les Ukrainiens. Bon, on va bien voir. Je suis pas très optimiste, hélas, en ce qui concerne l'Ukraine. C'est-à-dire que je crois que le rapport des forces est tellement défavorable en ce moment aux Ukrainiens que, premièrement, je dis pas qu'ils vont se coucher, ils vont pas se coucher, hein, c'est pas leur genre, mais ils vont être obligés d'accepter le diktat américain en matière de, c'est peut-être même déjà fait au moment où on parle. Hein, bon, en matière de recolonisation ou de colonisation de l'économie ukrainienne par les Américains, éventuellement en accord avec les Russes, puisque les ressources sont de part et d'autre de la future ligne de démarcation. Bon. Deuxièmement, ils risquent d'être obligés, j'espère que ça ne sera pas le cas de façon aussi brutale, etc., mais d'accepter les termes du cessez-le-feu qui vont être concoctés par Poutine et Trump, hein, et qui sont déjà pratiquement sur la table. Donc le problème qui va se poser n'est pas que les armées européennes entrent en Ukraine pour repousser les Russes, ça va pas être ça le problème, malheureusement peut-être. Hein. Le problème, ça va être de constituer une force de sécurité et d'appoint aux soldats ukrainiens et à l'armée ukrainienne qui empêche, dans l'immédiat en tout cas, les Russes qui sont plutôt fatigués aussi, hein, on ne va pas se raconter d'histoire, d'essayer d'avancer plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Mais à plus long terme, la question se repose. Quels sont nos objectifs, disons, en tant qu'Européens, et nos objectifs ne peuvent pas être ceux qui ont été ceux de l'OTAN dans la dernière période réduits à l'Europe. Bon. Alors si on avait le temps, il faudrait faire un petit détour par la question de savoir quel rôle a joué l'OTAN dans la genèse de la situation actuelle. Exactement, hein. Et de la crise et mais tu en as déjà parlé un peu tout à l'heure. Hein. Oui. Ce n'est pas, tu voulais pas être pro-russe, mais que tu as dit que ça avait quand même joué un rôle. Mais évidemment, ça a joué un rôle. Je veux dire, il faut remonter. Il y a un arrière, il y a une profondeur historique du problème qui se pose. Les Russes sont entrés.
la question de savoir comment se partageaient les sympathies des citoyens ukrainiens, enfin de l'État ukrainien, entre les deux camps, on va dire les choses de cette façon, hein, celui des nationalistes et celui des pro-russes, dans les débuts de la confrontation, est une question compliquée. Moi, ce que je trouve très frappant, très convaincant, et en particulier à la lecture, je vais faire un peu de pub pour elle, du petit livre de Daria Saburova sur l'organisation des corps de volontaires, c'est surtout des femmes d'ailleurs qui se battent en Russie. Elle est allée enquêter dans des villes qui sont à l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire des régions russophones. Hein, bon, alors on voit l'édition du Croquant. Hein, l'édition du Croquant, oui. Tu l'as quelque part, je l'ai posé par là. Il est ici. Il est ici, hop, voilà. Bon, donc ce qui est très intéressant, c'est que elle est allée enquêter auprès des populations russophones, dont la propagande russe explique qu'en fait, ils sont pour le rattachement à la mère patrie russe, etc., etc. Bon, ce qui est sûr, c'est que le nationalisme ukrainien, en particulier sur le plan linguistique, a mis en œuvre des politiques répressives. Hein, bon, moi, je trouve ça désolant, hein, désolant. Pas seulement le fait qu'on envoie Dostoïevski et Tolstoï au bûcher, ou en tout cas dans les caves, sous prétexte que c'est la langue de l'Ukraine. Historiquement, c'est un pays bilingue, c'est un pays bilingue, bon, et de culture, et c'est ce que dans le texte de l'interview que j'avais donné il y a 3 ans, le pacifisme n'est pas une option, j'avais développé de façon un peu utopique en disant j'espère que les Ukrainiens vont développer une conception de la nation qui sera elle-même fédérale, qui sera elle-même une conception multinationale ou multiculturelle. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Bon, il y a peut-être à ça quelques bonnes raisons, mais aussi des mauvaises. Bon. Donc les gens qu'elle est allée interviewer souffrent de ça, hein, en même temps qu'ils souffrent du déchaînement, on pourrait dire, des mesures antisociales de type néolibéral, etc., etc. Mais le point important, c'est qu'ils sont décidés à se battre jusqu'au bout, avec toute leur force, contre l'invasion. Le fait qu'ils parlent russe entre eux n'entraîne de leur part absolument aucune sympathie pour les armées russes, etc. Surtout quand on sait de quelle façon elles se comportent dans les territoires qu'elles ont conquis. Bon, donc la situation a changé par rapport à ce qu'elle était peut-être au départ. Hein. Maintenant, tout ça étant dit, les causes lointaines, bon, on ne va pas remonter jusqu'au Moyen-Âge, mais immédiates, il faut au moins évoquer 2 choses, je pense. C'est que premièrement, après l'effondrement de l'Union soviétique, toutes sortes de causes, bon, et qui était inévitable et à certains égards une bonne chose, bon, etc. Bon, pas sur tous les plans, mais bon. Les pays occidentaux ont pensé que tout l'ancien système soviétique était une espèce de champ ouvert à l'entrée en scène et en masse d'un capitalisme totalement prédateur. Et ils ont formé à cet égard une alliance sans foi ni loi, je suis tenté de dire, avec les oligarques qui étaient eux-mêmes des anciens apparatchiks communistes, aussi bien en Russie qu'en Ukraine. Bon, ça a produit sous Yeltsin une véritable catastrophe économique et sociale, et c'est en partie seulement peut-être, mais en partie l'une des causes de l'arrivée au pouvoir de Poutine et des gens qui l'entourent. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est que les peuples, les nations, comme on disait, les nationalités, comme on disait à l'époque des débuts de l'URSS, que ce soit les Géorgiens, les non russes, hein, bon, ou demi-russes, ou pas complètement russes, comme les Ukrainiens, etc., qui aspirent depuis toujours à l'autonomie, éventuellement à l'indépendance, bon, et qui ont été sous le stalinisme et après lui soumis à un rouleau compresseur de russification impérialiste et brutale, évidemment se lèvent les uns après les autres, hein,
Et à ce moment-là, l'Occident offre ses services. Donc l'OTAN a commencé à installer des bases en Ouzbékistan, à proposer ses services aux Géorgiens ou aux Ukrainiens, etc. Je n'endosse pas le langage de Poutine. Il n'a pas été attaqué. Il n'a pas été attaqué, mais qu'il y ait eu comme ça un projet occidental, disons, militaro-économique, de profiter de l'effondrement de l'URSS pour étendre la zone d'influence en se servant, encore une fois, des aspirations des peuples sur place, ça me paraît très très difficilement contestable. J'ai une dernière question, Étienne. Tu as utilisé beaucoup de fois le mot rapport de force, mais en vérité, comme dans d'ailleurs tous les débats qui tournent autour de la question ukrainienne, ce rapport de force, il est compris quasiment de façon stricte, rapport de force militaire. Or, il existe aussi d'autres façons d'établir des rapports de force, notamment des rapports de force politiques. En ce sens, il y avait un cadre dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, qui était la communauté internationale, notamment via l'ONU. Là, c'est vraiment disparu avec pertes et fracas. Pour autant, on parle d'un conflit qui a des conséquences d'ores et déjà mondiales. Je regardais les votes des résolutions à l'ONU, notamment condamnant la Russie. En 2022, c'est-à-dire au tout début de la guerre, tu avais 90% des pays qui condamnaient la Russie. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 50% ou 60%. Il n'y en a plus que 50%. Donc il y a une évolution en fait sur ce terrain-là. Je pense notamment du fait qu'on est circonscrit les Européens, les Russes et les Russes, alors va très bien, et les Américains, on a circonscrit le problème à la question, comme si c'était qu'une question européenne. Alors moi, je crois qu'il faudrait pas. Alors je t'invite juste ma question. Est-ce qu'il faudrait pas aussi aller chercher l'établissement d'un rapport de force politique du côté des Suds? Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais alors si tu veux, ça m'amène directement à ce que j'avais tout de suite envie de te dire, qui est qu'il y a quelque chose qui a pesé et qui pèse plus que jamais d'un poids très lourd, terrible, dans cette évolution des attitudes. Je ne vais pas idéaliser les gouvernements du Sud. Tu peux les prendre un par un, africains, asiatiques, etc., latino-américains. Pour l'immense majorité d'entre eux, c'est tout sauf des démocraties idéales. C'est pas ça que je veux dire. Bon, mais il y a aussi des opinions publiques. Bon, et puis une histoire. Bon, il y a quelque chose qui a pesé d'un poids terrible. C'est la Palestine. C'est la Palestine. C'est-à-dire que le monde entier a vu de ses yeux le fameux deux poids deux mesures. L'hypocrisie absolue des politiques occidentales. Alors naturellement, sur le plan justement des rapports de force militaire, comme tu le disais, des gens dans mon genre, et je pense que je ne suis pas le seul, d'une certaine gauche mondiale, internationaliste, pour qui il était à la fois tout aussi vital de défendre les Ukrainiens contre l'envahisseur russe que de défendre les Palestiniens contre le génocide israélien, parce que c'en est un. Bon, j'oublie pas le 7 octobre, pas du tout, je l'ai jamais oublié, mais c'est fait majeur. Bon. Donc, on a été amené à dire, et je me souviens d'avoir fait une conférence de Scientists for Palestine au mois de décembre de l'année dernière, dans lequel j'ai dit, voilà, si on veut défendre les Ukrainiens, on ne peut pas se passer du soutien de l'OTAN et des Américains. Si on veut essayer de sauver les Palestiniens, il faut essayer de bloquer le rouleau compresseur américano-israélien, parce que les bombes qui écrabouillent Gaza sont des bombes que les États-Unis font, et c'est plus que jamais évidemment, fournissent quasiment au jour le jour. Les stocks ne s'épuisent jamais. Donc la contradiction était totale. Bon, alors aujourd'hui, on pourrait dire c'est simplifié parce que finalement, les États-Unis, de tous les côtés, n'ont pas d'autre politique, en effet, que l'écrasement des peuples opprimés. Mais en tout cas, c'est sûr, je pense qu'on ne peut pas mettre ça entre parenthèses. Ça a joué un rôle énorme. Hein. Bon, maintenant, idéalement, et
sans idéaliser, idéalement sans idéaliser, excusez-moi, bon, sans se raconter trop d'histoires, bon, le contrepoids possible à cette espèce de partage, hein, de partage néocolonial ou néo-impérial, hein, que les Américains et les Russes ont vu en Europe de l'Est, c'est que le reste du monde, c'est que l'Europe intervienne en synergie, en accord, en alliance jusqu'à un certain point avec le reste du monde, qui ne peut pas assister à la chose absolument sans réagir. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire premièrement les Chinois. Hein, bon. Donc, parce que ce que font les États-Unis en ce moment, c'est un calcul qui est loin d'être idiot, mais qui ne va pas fonctionner tout seul. C'est détacher les Russes, proposer aux Russes un deal de façon à les détacher de l'alliance chinoise, ou en tout cas, bon, ça ne va pas se passer tout seul. Poutine n'a absolument aucun intérêt à se mettre les Chinois à dos. D'abord, il dépend d'eux économiquement et dans une certaine mesure militairement. Bon, donc son intérêt, c'est de jouer, pas double jeu, mais de jouer sur les deux tableaux, de négocier sa position, et il a des cartes en main de ce point de vue. Qu'est-ce que les Chinois envisagent? Je n'en sais rien. Mais le conflit principal à l'échelle du monde aujourd'hui, en effet, sur le long terme, militaire, économique, etc., c'est le conflit américano-chinois. C'est pas le... Bon. Donc, ou bien les Chinois se désintéressent complètement de la situation en Europe, ou bien à cause de l'objectif qu'ils ont d'accroître, d'étendre leur hégémonie dans le reste du monde, en Afrique, etc. Ils attendent le moment pour proposer eux-mêmes des initiatives. Mais attends, il faut qu'on agisse avec eux. Oui, mais si l'alternative c'est de leur dire, bon écoutez, participez à la résolution du conflit en Ukraine, et en échange, on vous propose, on vous ouvre un accès à l'économie européenne, la réponse est non, quoi. Genre, oui. D'être hégémonique en Europe, non. Non. Mais, non, parce que là, en fait, tu fais comme si nécessairement, il y avait une adversité naturelle, alors qu'il pourrait aussi y avoir de la concorde. Je fais l'imbécile, c'est-à-dire que je fais comme si on pouvait déplacer les pions comme ça, tu vois, bon, etc. Bon, ce qui n'est évidemment pas ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc, disons, je me replierais sur une position un peu plus prudente, en effet, bon, et qui va dans le sens de ce que tu suggérais tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème tel qu'il se présente aujourd'hui, évidemment, il est au cœur de l'Europe, il concerne centralement les Européens. Bon. Mais c'est un problème mondial, en tout cas il a des dimensions mondiales, y compris parce que ce que tu as dit, appelé l'ancien ordre juridique et politique international est en jeu dans cette affaire. Hein. Les Américains s'en foutent, les Russes aussi. Hein. Bon. Les Américains, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. J'avais déjà écrit dans un petit bouquin à l'époque de la guerre après le 11 septembre, au moment de l'invasion de l'Irak, parce que les Américains se servaient des Nations Unies quand ça les arrangeait, et que sinon c'était leur souveraineté à eux et pas celle du droit international qui passait avant tout. Aujourd'hui, c'est absolument manifeste, c'est dit par Trump. Mais le reste du monde n'est pas nécessairement complètement indifférent à la question de savoir s'il existe ou non quelque chose comme un droit international. Simplement. Et donc il y a potentiellement, je dirais, des forces de résistance à la pure et simple gestion impérialiste du problème de l'Ukraine par les Russes et les Américains. La seule chose qui, hélas, risque de rendre tout ça très difficile, c'est que non seulement c'est des forces très hétérogènes, tu viens de dire à juste titre que les intérêts des Européens et ceux des Chinois sont pas les mêmes, mais en plus il y a des questions de rythme, il y a des questions de temps, hein, c'est-à-dire que tout ça est très en retard sur l'accélération de la situation telle qu'elle se produit en ce moment. Hein. Toute dernière question, est-ce que tu conserves, dans le moment que l'on vit,
de l'espoir. Et tant qu'on vit, il y a de l'espoir. etc. Non. Il faut faire une différence entre conserver de l'espoir et avoir des illusions. Hein, des illusions. Mais avoir un horizon. Oui. Écoute, j'ai commencé notre conversation dans laquelle j'ai l'impression d'avoir souvent tourné autour du pot, je m'en excuse, bon, je fais comme je peux, bon, en disant que j'ai essayé de te répondre comme citoyen français et comme citoyen européen. Bon, je pourrais ajouter comme, au sens large, intellectuel de gauche ou militant d'une tradition de gauche, etc. Bon, tu vas me dire que je vais complètement à contre-courant, mais plus le nationalisme se renforce en Europe aujourd'hui, non seulement à droite, mais dans une certaine mesure aussi à gauche, hein, plus je m'accroche à l'idée que, faute d'une gauche européenne qui discute entre elles et qui essaie de proposer des alternatives et des analyses de la situation, on sera foutu. C'est-à-dire, bon. Donc, l'espoir auquel je me rattache, c'est qu'on recommence à traverser un petit peu les frontières, qu'on discute avec les camarades ou les collègues, appelle-les comme tu veux, féministes, socialistes, allemands, pacifistes, parce que le mot a un sens plus large, ou disons antimilitariste, bon, allemands, anglais, italiens, américains, algériens. Oui, t'arrêtes mais pas aux Européens. Je sais pas pourquoi tu es obsédé par cette question européenne, pas moi. Je me sens beaucoup plus de lien avec les Algériens qu'avec les Allemands, mais ça c'est personnel peut-être. Moi aussi, je pourrais dire la même chose. J'ai écrit autrefois un article que certains approuvent et que d'autres n'aiment pas, intitulé Algérie-France, une ou deux nations. Et ma réponse était une et demie, c'est-à-dire qu'elles sont tellement interpénétrées l'une avec l'autre, et on le voit bien en ce moment, même sous des formes très déplaisantes, que c'est indissociable, hein, d'une certaine façon. Bon, si tu me pousses un peu du côté de la spéculation et que tu me demandes où sont les frontières de l'Europe, je dirais les frontières de l'Europe sont très au-delà, évidemment, de la petite Europe. Et à partir du moment où elle commence à englober des peuples qui ont aussi d'autres histoires, hein, bon, les Russes, les Turcs, les gens du Maghreb, les Américains, etc., ça veut dire que elles sont évidemment pas, c'est pas des extensions de l'Europe, c'est des mélanges de l'Europe avec d'autres histoires et d'autres cultures, etc. Mais, excuse-moi, je maintiens quand même mon point de vue, il y a une réalité institutionnelle et qui est à la fois économique, stratégique et politique, bon, oui, qui fait exister. Ce qui est étrange dans cette Union européenne, c'est que bon là les Anglais, je ne sais pas très bien ce qu'ils font, mais si tu vois ça avec un peu de recul historique, tu t'aperçois que cette Europe-là, c'est l'Europe de Napoléon. Hein, c'est Napoléon, c'est le blocus continental. Ça n'inclut pas l'Angleterre. Il avait essayé de conquérir l'Espagne, ça s'est très mal passé, mais là les Espagnols au contraire sont vraiment en plein dedans. Bon, et puis ça s'arrête évidemment quelque part à la frontière de l'Empire russe. Donc il y a une espèce d'unité historique napoléonienne, qui se reconstitue périodiquement dans une forme institutionnelle. Bon. Et c'est là qu'on retomberait sur la question de la fédération. Je suis tombé l'autre jour sur un passage d'un livre qui avait été célèbre en son temps quand j'étais étudiant, de mon ancien professeur Raymond Aron. Raymond Aron termine, je l'ai là quelque part dans ma bibliothèque, c'est un gros pavé, hein, paix et guerre entre les nations. C'est un digeste, hein. Bon, mais c'était l'époque où il a essayé de théoriser, en effet, le nouvel ordre mondial et militaire. Bon. Donc il dit, une nation aujourd'hui, la souveraineté nationale, évidemment, ça dépend de la taille des nations considérées, bien sûr. Bon, mais c'est une illusion ou une utopie. Et donc, il y a deux possibilités. Ou bien les nations sont absorbées par des empires, ou bien elles s'incorporent à des fédérations et elles contribuent à les construire. Alors, naturellement, ils pensaient à l'Union européenne. Bon, donc j'ai dit tout à l'heure que l'Union européenne n'était pas une fédération, c'était plutôt une sorte de pseudo-fédération. À une autre époque, j'avais employé l'expression étatisme sans État, c'est-à-dire il y a
a toute une bureaucratie qui est très contrôlée par la finance internationale. Bon, mais virtuellement, il existe encore, du moins je l'espère, une possibilité de construire une Europe fédérale, c'est-à-dire de trouver le bon équilibre entre l'expression des citoyens, la représentation des citoyens, et même des mouvements sociaux des pays membres, et puis d'autre part, la coordination des politiques financières, donc aussi inévitablement militaires. Eh bien, c'est sur ces bons mots, sur cette citation de Raymond Aron que l'on terminera cette interview. Merci. Je suis passé de Marx à Raymond Aron. De Marx à Raymond Aron, exactement. C'est ça, c'est l'âge. Je rigole. Merci beaucoup. Merci à toi, Étienne. Pablo. Je ne sais pas si tout ça présente de l'intérêt, mais enfin, ça en présente. J'ai essayé de te répondre. Merci.